Ce qui est fascinant, en fait, c'est de s'apercevoir que quand on va au cœur des choses, quand on prend ce temps-là, quand on s'autorise ce temps-là pour comprendre l'environnement dans lequel on évolue, on s'aperçoit que derrière ces branchages, derrière ces arbres, il y a des multitudes de biodiversité qui se développent. Et nous sommes ensemble dans un voyage magnifique. Bienvenue dans la nature dans tous ses états. On voyage ensemble au Marais Vernier. C'est parti. Au sein du parc naturel régional de Brotonne, non loin du pont de Tancarville sur la rive gauche de l'estuaire de la Seine, le Marais Vernier est situé dans un ancien méandre du fleuve. Ce vaste amphithéâtre d'herbage, de zones humides et de chenaux a pris sa forme actuelle en 1620 suite à l'endiguement de la plus importante tourbière de France. Clément Saunier et l'équipe de La Nature dans tous ses états sont allés à la rencontre de cet écosystème hors du commun en compagnie de Natacha Pifto, technicienne au sein de la Fédération départementale des chasseurs de leurre. Alors Natacha, vous nous parliez de votre fonction où vous comptiez les oiseaux. Effectivement, le site s'inscrit dans l'estuaire de la Seine. Donc les oiseaux migrateurs utilisent la grand-mare qui est plus à l'intérieur des terres et également l'estuaire de la Seine. Et l'idée, c'est de les comptabiliser en hiver pour voir l'évolution des populations. Alors bien sûr entre les saisons, entre les mois, mais surtout avec des années de recul et de comparaison entre la Manche et l'Atlantique, et puis entre les données qu'on a au niveau européen et au niveau de l'Afrique sur les recensements d'oiseaux. D'accord. Et le pronostic est alarmant ou positif? Il est très variable puisqu'en fait on est fonction des saisons. Donc un hiver très doux et peu humide, on ne va pas accueillir les oiseaux. Un hiver où on a beaucoup d'eau, on va pouvoir recueillir pas mal d'oiseaux qui vont être présents ici. Donc c'est vraiment très variable. A priori, on est quand même sur des populations qui se portent bien en matière d'espèces chassables et puis aussi en matière d'oiseaux en général, quoi. D'accord. Du coup, oui, c'est grâce à votre travail aussi que les oiseaux sont de plus en plus prolifiques ici. Oui, on peut dire ça ou... c'est un peu réducteur, mais disons que nous on essaie d'entretenir le milieu pour les accueillir, mais à côté de ça c'est un travail plus global puisqu'on est sur des populations qui sont migratrices, donc elles vont traverser plusieurs pays d'Europe et effectivement ça n'incombe pas que... Une étape. Voilà, on est vraiment un petit maillon sur une chaîne très très longue. D'accord. Et donc là, je vois que vous avez des barques juste ici. Vous en servez pourquoi? Parce que là, on est dans un petit canal qui mène au marais. Donc on est sur le canal qui mène à l'étang principal, donc la Grand-Mare. Et puis il y a une annexe de la Grand-Mare, hein, c'est la Petite Mare, et qui fait une quinzaine d'hectares. Donc l'idée, c'est de pouvoir s'acheminer en barque, puisque le milieu est très hostile à la pénétration par les jambes, on va dire. Donc pour se rendre, c'est plus facile, et pour acheminer du matériel à l'autre bout de la réserve, c'est ça l'utilité principale. Et quel genre de matériel vous acheminez? C'est pour des débroussailleuses, pour du tronçonnage, oui, d'accord, c'est pour l'entretien du lieu. Oui, d'accord. Nous laissons Clément poursuivre son voyage au sein du Marais pour nous intéresser à l'association Chênes, située à Allouville-Bellefosse, au nord de la forêt de Brotonne.
Cette association, soutenue par la Fédération Nature et Découverte, œuvre depuis plus de 30 ans à la sauvegarde de la faune sauvage et de la nature. De nombreux événements l'ont façonné, comme la création du Musée de la Nature, du Centre de soins et sa participation à la sensibilisation du public pour entraîner des changements en matière de protection de l'environnement. Dedans, on va trouver en bas des fleurs femelles, c'est-à-dire les pistils uniquement, là où il va se faire la fécondation. Ici, celles qui ont des petits points noirs, ce sont les étamines, donc c'est là où il y a le pollen. Et au-dessus, vous avez des poils qui vont en fait être une espèce de barrière, c'est-à-dire que quand l'insecte va descendre, il va pouvoir passer facilement cette barrière, par contre il ne va pas pouvoir remonter dans l'autre sens. Il va rester prisonnier là-dedans jusqu'à ce qu'il ait fécondé les fleurs femelles. Laure Prévost, soigneuse à l'association Chêne, récupère les animaux en détresse, blessés ou orphelins, afin de leur donner une seconde chance et de les réintroduire dans leur milieu naturel. Ce sont des petites hulottes. La cause de l'accueil a été le fait que le nid ait été mis à terre suite à la taille de l'arbre. Elles sont arrivées, elles étaient vraiment toutes petites, toutes blanches. Le final étant que les plumes poussent bien et que l'alimentation se fasse très bien. Les petites volières de contention du centre permettent aux oiseaux grièvement blessés de guérir à leur rythme et de réapprendre à voler. Cette buse variable, dont l'aile a été endommagée par un tir de fusil, en est un exemple. Elle s'est fait tirer dessus, elle. Le 19 février de cette année, avec une grosse fracture au niveau de la main. Grosse fracture ouverte, donc ça c'est un dégât qui est assez grave. On a dû immobiliser, faire des points de suture, mais ça sur vraiment plusieurs semaines, parce que les os de la main sont très très longs à se refaire. C'est pour ça qu'on explique aux gens que la captivité, c'est pas sans risque. C'est que pendant sa convalescence, malgré le fait qu'elle soit au calme et qu'il y ait une personne qui passe la voir une fois par jour pour redonner à manger et enlever la nourriture qui n'a pas été mangée, elle a réussi à se casser la patte dans la volière. Voilà. Donc ça, c'est certainement lié au stress de l'animal qui a paniqué dans la volière et après, voilà, il s'est cassé la patte. Au sud de la Seine, dans un petit village de l'Eure, nous retrouvons Alexandre Aurel, président de l'association Naturellement Reuilly et animateur. Dans le cadre de la soirée La Nuit de la Chouette à l'église Saint-Christophe, Alexandre sensibilise les participants sur la nature et les espèces qu'ils sont susceptibles de rencontrer au quotidien. La chouette et le frais, elle va commencer à couver à partir du premier œuf. Et en fait, les oiseaux pondent un œuf à peu près tous les 2 jours, ce qui fait que on va avoir une éclosion échelonnée. Et du coup, on va se retrouver avec des petits. Alors là, c'était pas l'année dernière, parce qu'il n'y a pas eu de reproduction, mais l'année d'avant. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 petits. Donc là, vous avez les nez. En fait, ils cachent leur tête. Hein. Ce n'est pas des malformés qui n'ont pas de tête. Non, en fait, il y en a 3, mais ils se cachent. Et ce qui se passe, malheureusement, alors si les parents sont assez forts, s'il y a assez de nourriture et qu'ils s'occupent bien de leurs petits, ils arrivent à nourrir tout le monde. C'est très très rare, hein. Surtout quand il y a des grosses nichées comme ça. 9, c'est pas mal. Là, sur les 9, il y en a 4 qui se sont envolés. Après, sur les 4 qui se sont envolés, s'il y en a une qui a survécu, ce serait bien. Alors le hibou grand-duc, quand ça écarte les ailes, ça correspond à moi quand j'écarte les bras. Ça fait 1,80 m d'envergure. C'est à peu près gros comme ça. Et lui, il avait été tapé par un camion. Là, il est encore vivant, mais malheureusement, il n'a pas survécu à ses blessures. Il faut savoir qu'en France, il y a 15... vous ne voyez pas le chiffre, c'est en rouge. Il y a 15 000 à 20 000 chouettes et fraies qui sont tués chaque année en France. Après la présentation de la chouette effraie, Alexandre nous emmène en balade nocturne à la rencontre d'amphibiens, tritons et crapauds qui habitent les mares à proximité de l'église. Évidemment, tous les amphibiens sont des espèces protégées. Donc, nous n'avons pas le droit de les attraper, de les transporter, de les tuer, bien sûr, et de porter atteinte à leur milieu. Mais là, moi j'ai une
j'ai ce qu'on appelle une dérogation. Je fais des suivis de mares. Donc c'est la Dréal qui donne ça. Du coup, j'ai le droit de manipuler les tritons. Donc là, on a un triton palmé. Parce qu'il a les pattes arrière palmées. Et on le reconnaît aussi. C'est un mâle, parce qu'il a un tout petit filet à l'arrière de la queue. Et c'est aussi un mâle parce qu'il a une grosse boule entre les pattes arrière. Voilà notre fameux crapaud commun. Donc il est assez petit, donc je pense que c'est un mâle. Donc il y a une technique pour voir si c'est un mâle. À cette époque-là, ils ont des... S'ils se laissent faire. Ils ont des petites... Vous voyez, il y a un petit coussin là, à ce niveau-là. Cette petite boule-là, en fait, ça lui permet de s'accrocher sur le dos de la femelle. Donc la femelle va pondre les œufs et le mâle va libérer le sperme directement sur les œufs. Donc c'est pour ça qu'il s'accroche au-dessus. Bon, et puis c'est une légende, hein, les crapauds qui donnent des boutons et tout ça. J'en ai manipulé plein et je pense pas avoir plein de boutons. Nous retournons au Marais Vernier où nous retrouvons Clément en compagnie de Thierry Lecomte, conservateur de la réserve naturelle régionale des Courtilles de Bouquelon. Depuis sa création en 1974, le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande recense ce site et mène en partenariat avec des acteurs locaux et avec l'ensemble des partenaires institutionnels différentes actions. Depuis des temps immémoriaux, des grands herbivores existent à l'état sauvage dans la plupart des milieux naturels de France et d'ailleurs. Mais dans nos pays d'Europe occidentale, ces animaux ont disparu et ont laissé place à des animaux domestiques qui sont d'ailleurs les descendants des chevaux sauvages ou des aurochs donc, qui parcouraient nos campagnes avant que l'homme devienne éleveur. Et dans beaucoup de réserves naturelles, aujourd'hui, on réintroduit donc des grands herbivores. Alors pas des sauvages parce que ces espèces ont disparu, donc on ne peut pas les retrouver. Mais qui ont gardé les caractéristiques. On va rechercher des races particulièrement rustiques qui vont pouvoir s'accommoder à la fois de valeurs fourragères qui ne sont pas toujours très bonnes dans ce genre de milieu, mais aussi de terrains qui ont des contraintes très fortes en matière de portance de sol, en matière de charges parasitaires, en matière de déficit en oligo-éléments. D'accord. Et là, on a un arbre qui est typique du Marais, c'est l'arbre tétard. Oui, alors il y a plusieurs arbres en fait typiques dans ce Marais vernier qui tire vraisemblablement son nom donc du verne. Le verne, c'est l'aulne, et dans ce secteur du Marais vernier, si on n'entretient pas les prairies, les aulnes vont devenir assez envahissants et vont contribuer à modifier le paysage. Alors ça, c'est l'arbre un petit peu spontané, mais pour les besoins du chauffage, principalement, l'homme a créé donc un modèle d'arbre qui produit en fait du bois sans qu'on ait besoin de le tuer, sans qu'on ait besoin de l'abattre. C'est l'arbre tétard. Ce sont des arbres qu'il faut couper environ, quand ils sont jeunes, environ 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Des branches vont partir donc de cette extrémité et tous les 5, 6, 7, 8, 10 ans, on va donc tailler cet arbre, récolter le bois et la tête du tétard n'est pas morte et va reproduire donc toutes les 5-10 ans. On a une production de bois sur chaque arbre tétard. Donc vous récupérez les branches qui poussent ou au niveau du tronc? Non, c'est uniquement les branches qui poussent qui sont recoupées toujours au même endroit, ce qui finit par faire une espèce de grosse tête à l'arbre, d'où le nom de tétard. La forme du tétard, d'accord. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont également des éléments importants pour la biodiversité, c'est-à-dire que beaucoup d'espèces vont profiter que l'arbre se creuse au fil des années, et des espèces comme la chouette chevêche, comme les chauves-souris, comme diverses espèces de reptiles ou d'amphibiens vont trouver refuge à un moment de leur cycle de vie dans ces arbres creux. Thierry nous emmène dans son courtil où il entretient cet écosystème unique en France. Thierry, là, on a vraiment accès à une végétation typique du Marais? Oui, tout à fait. On est dans un milieu qui est assez
marécageux. Vous pouvez voir qu'on est sur un sol tremblant, qui est gorgé d'eau. Et on va voir des végétaux comme les iris des marais, qui sont un petit peu les plantes les plus emblématiques. Il faut savoir que cette fleur d'iris, en fait, c'est le symbole de la royauté, c'est la fleur de lys. Et cette plante a comme intérêt aussi d'être un support de biodiversité, parce qu'on a des espèces d'insectes spécifiques qui ne vivent que sur cette espèce d'iris des marais. Et on peut aussi ajouter que l'iris des marais, c'est une petite usine d'épuration, puisque au niveau de sa tige souterraine, il se passe des choses assez intéressantes, puisque l'iris fabrique des antibiotiques qui améliorent en fait la qualité de l'eau par rapport aux eaux qui peuvent être rejetées par l'activité humaine, notamment des eaux riches en colibacilles ou en salmonelle. Eh bien, ces iris peuvent contribuer à améliorer la qualité bactériologique de l'eau. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les marais, les zones humides sont considérées comme très intéressantes vis-à-vis notamment de la qualité de l'eau. Arbres têtards, aulnes, frênes, peupliers et iris des marais participent au décor fabuleux du marais. Son nom d'espèce véritable, c'est l'aulne glutineux. Glutineux, ça veut dire collant parce que les feuilles sont un petit peu poisseuses. Quand on les tripote un peu, ça colle. Ça accroche un peu au doigt. Voilà. Et donc ce sont aussi des supports de biodiversité remarquables parce que vous avez par exemple un petit oiseau qui va se nourrir des graines qui sont à l'intérieur. Ça fait comme des petites pommes de pin, des petits cônes. Il y a des graines qui sont à l'intérieur. Et il va y avoir le tarin des aulnes qui a un bec très très fin qui va pouvoir aller chercher les graines à l'intérieur. Il arrive à prendre les petites... Et puis après, il va y avoir la coccinelle de l'aulne. Il va y avoir des tas d'animaux, de plantes comme les champignons qui sont inféodés à l'aulne. Donc l'aulne est un support d'une grande biodiversité. Si on supprime l'aulne, on va supprimer peut-être 20 ou 30 espèces qui sont des espèces qui ne vivent que sur l'aulne. La cigogne, aujourd'hui en passe de devenir l'emblème du marais vernier, s'est installée ici en 1992 lorsque Thierry met en place plusieurs plateformes pour accueillir les nids. Donc là, on s'approche d'un nid de cigogne. Il ne faut pas la déranger parce que le fait que la cigogne s'envole, ça refroidirait les œufs. Oui, tout à fait. Elle est en début de couvaison. Les œufs ont été pondus il n'y a pas tellement longtemps. Donc elle s'applique à faire en sorte que sa nichée réussisse. Donc il y a un devoir de respect, disons, vis-à-vis de cet oiseau qui appartient à une espèce protégée. Donc on n'a pas le droit de mettre en péril sa couvée. Donc pour ça qu'on va rester relativement loin. Et donc les cigognes jouent un rôle important dans le marais, à la fois parce que c'est un élément de l'écosystème. Elles se nourrissent beaucoup de vers de terre, d'insectes, de campagnols, de mulots, de serpents. Enfin, elles sont avec un régime alimentaire très, très éclectique. Mais en même temps, elles sont devenues un petit peu la mascotte du marais vernier et de la rille maritime, puisque plusieurs établissements, restaurants ou gîtes portent le nom de cigogne. Et en 98, je crois, vous avez mis en place des dispositifs pour permettre leur développement. Voilà, tout à fait. En 1992, même un petit peu plus tôt, on a considéré que les cigognes pouvaient faire leur comeback en Normandie, puisque dans des temps plus anciens, les cigognes avaient une aire de répartition beaucoup plus grande, qui s'est trouvée réduite pour différentes raisons, notamment l'altération des zones humides dont elles sont le plus souvent dépendantes. Et donc, à partir de 92, on a mis en place quelques plateformes, parce que dans ce marais, les arbres sont de petite taille et se prêtent assez mal pour la mise en place de nids naturels sur les arbres. Alors ces plateformes sont très intéressantes pour les cigognes puisqu'elles les repèrent assez vite, les adoptent et les utilisent. Depuis cette cigogne-là, par exemple, elle ou ses suivants, mais enfin cette plateforme est utilisée depuis 1995 ici. Et est-ce que c'est la même famille qui revient ou il n'y a pas du tout? Les oiseaux sont bagués et donc il y a un suivi qui est fait par l'ornithologue du parc naturel régional, donc qui fait le contrôle des bagues et qui permet de voir après les déplacements de cigogneaux ou de cigognes adultes et de suivre un petit peu leur évolution, leur périple à travers non seulement le marais vernier, mais aussi la France, l'Europe, voire l'Afrique du Nord. Alors on va voir si on peut retrouver des plantes carnivores, les fameuses utriculaires. Elle n'est pas enracinée, elle se promène dans l'eau. Vous en avez encore ici.
Et puis il y a les fameuses utricules, donc ces petites vésicules qui vont servir de piège pour des petites proies qui vivent dans l'eau, hein, des petits crustacés comme les daphnies, les cyclopes, etc., qui vont constituer le report en quelque sorte de cette utriculaire. À 2 pas du courtil de Thierry se situe le Studio D, collectif d'art, d'artisanat et d'agriculture pour ceux qui choisissent de vivre autrement, proche des valeurs traditionnelles d'antan et proche de la nature. Yves Joignant, escargotier de profession, anime cette balade matinale le long des courtils afin de sensibiliser le grand public sur la biodiversité environnante. On a à peu près 1000 mètres de jardin, il fonctionne de façon simple. Donc déjà, on est chez qui là? On est chez le Conservatoire du Littoral, qui cherchait des agriculteurs, des particuliers, des chasseurs pour entretenir les terres en fin de compte. Donc j'ai proposé au Conservatoire du Littoral de venir avec mon activité agricole et en plus de pouvoir créer aussi un lieu commun pour le jardinage. L'intérêt de cette initiative est de mettre en commun le savoir de chacun sur les techniques de culture sans OGM ni pesticides. Donc pour la petite histoire, par exemple pour les limaces, il n'y a pas de solution miracle pour lutter contre la limace. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de produit, il n'y a pas d'outil. Le seul outil qui marche, c'est des milliers d'années d'équilibre naturel, de sélection, créer un sol qui est vivant, qui est diversifié. Les seuls qui peuvent manger les limaces, c'est son prédateur naturel. Sinon, à partir du moment où nous, on est en lutte, à partir du moment où vous êtes en lutte contre quelque chose dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose qu'on fait mal, c'est quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas qu'il y ait de lutte, d'accord? Il y a des luttes qui se créent au quotidien. Mais dans le jardin, il faut justement se dire s'il y en a une, s'il y a une contrainte, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ah ouais, un truc super. On fait tomber un arbre, il s'allonge par terre, comme si allez, un coup de tempête l'avait fait tomber. Là, on arrive avec une chignole, on fait des trous. À l'intérieur, on met du mycélium, du blanc de champignon. On referme avec un peu d'écorce, avec un petit peu de main scotch, si vous voulez, mangez vite. Avec un peu de tourbe, pourquoi pas. Et puis on laisse le temps faire. On fait ça au mois de mai et puis on laisse tout l'hiver travailler. Et on revient l'année d'après, et là, on a un tronc d'arbre qui est rempli de pleurotes, rempli de shiitake. Et on a une abondance énorme, quoi. Et ça, tant que le bois n'est pas dégradé, il y aura des champignons qui vont revenir. J'ai plus à travailler. Je suis juste venu avec une tronçonneuse ou un passant, une chignole ou une perceuse, et j'ai ensemencé de champignons, et c'est gratuit, quoi. C'est très, très, très accessible. Les peupliers, c'est pas de chez nous. L'arbre à papillons, c'est pas de chez nous. Les tomates, c'est pas de chez nous. Les patates, c'est pas de chez nous. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont introduites plus ou moins rapidement. Soit c'est un cycle naturel qui fait qu'il y a un gros tronc d'arbre qui va être emporté par le courant et va arriver sur nos berges et il y aura une faune ou une fleur qui va arriver. Là, ça se fait en douceur. Ce qui fait que il y a aussi des prédateurs, il y a un temps d'adaptation. Nous, le problème, c'est qu'on accélère les choses. C'est pas moi, je ne vois pas d'inconvénient qu'on nous ramène des pommes de terre pour nourrir un peuple, pour qu'il puisse se développer. Moi, je trouve ça intéressant et intelligent même. Mais par contre, ce qui est dangereux, c'est aussi d'apporter des espèces qui vont être prédateurs d'autres. Le problème, c'est qu'on croit que nous, on va pouvoir corriger la chose, alors que ça va mettre des centaines, voire des milliers d'années à s'équilibrer. Notre voyage s'arrête ici, à Honfleur. On a pu voir au quotidien que des hommes et des femmes, des associations aussi, luttaient pour préserver cet équilibre fragile de l'écosystème normand. Notamment avec Thierry Lecomte, qui nous a emmenés découvrir les secrets du Marais Vernier, découvrir l'équilibre qu'il a réussi à maintenir. Et finalement, on s'aperçoit que c'est une richesse au niveau régional pour la Haute-Normandie, parce qu'elle constitue un véritable vivier et même des expériences nouvelles et à venir pour ouvrir l'homme vers des solutions qui nous mènent tous vers quelque chose de positif. Et cette différence-là, on peut la faire à notre échelle, à l'échelle régionale, mais c'est possible. Et ça, c'est encourageant. Et pour ce premier magazine, pour ce premier numéro, gardons ça en tête. On peut
changer les choses, c'est possible. Et je suis ravi de le partager avec vous. À très bientôt.